1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand Et plaisir c'est de un vous grand retrouver plaisir de vous un retrouver. nouveau vendredi Une fois de matin. plus. T'es en train de me Ouais, piquer vendredi. t'es en train de me piquer mes répliques là. En fait, Méfie-toi parce que je vais finir le podcast comme toi à la fin. Moi aussi je vais te piquer tes répliques. en fait, je trouve tellement long, tu sais, maintenant, à force de l'entendre, je trouve, voilà, j'essaye d'écourter, en fait. Bon, ça va, il fait beau par rapport à vendredi dernier. L'été est revenu, dis donc. Hier, on Ouais, était en ouais, ouais. t-shirt, mon lapin. Je sais pas si ça va Euh, durer. Est-ce que Bon, sur ce podcast, on est tous les deux? on n'est pas tous les deux. On est 4 cette fois-ci. Et on a deux invités avec nous. On a Maoué et Emric. Et on va parler d'immobilier, on va parler de création de foncière. Ça va être un podcast, je pense, passionnant. Comment ça va, les gars? Très 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 bien. Donc je suis Maoué et je suis à côté d'Emeric et c'est un honneur d'être à vos côtés et de produire ce podcast pour votre auditoire. On pensait Eh ben, vraiment pas avec plaisir. par des personnes aussi bien que vous, hein, sérieusement. On va vraiment- La crème étant passée. Voilà, la pommade de rigueur. Bon, Bon, on va essayer. ça fait plaisir. Juste une chose, ça fait plus que plaisir et on va juste essayer de pas se marcher dessus. En gros, c'est un podcast où moi je vais, je pense, bien fermer ma bouche parce que j'ai tendance à couper. Et là, à 4, en fait, ça va être un bordel sans nom. Donc on va surtout vous laisser vous exprimer puisqu'on a un temps. Vous avez plein de choses à nous raconter et en même temps, on a un temps imparti. Donc, on va vous laisser dérouler et Tony va introduire. Par où tu veux commencer, mon Tony? Ben, je vais Par le, commencer par par le dire début? voilà comment on s'est connecté. C'est avec Maoué, on s'est Yes. vu une première fois à un séminaire à Paris où on a chacun animé une petite partie. Moi, je faisais une présentation sur la division foncière et Maoué avait présenté un projet dingue dont je vais lui demander de nous parler. Et puis on s'est revus quand je suis monté à Paris au mois de juin. J'avais organisé un apéro IMO. Et Maoué est venu, et on a discuté à ce moment-là. Il m'a dit, mais je suis en train de créer une foncière. Ça te dirait pas que je puisse en parler dans le podcast? Ça pourrait être sympa. J'ai dit que ça pourrait être une très très bonne idée. Donc voilà, mais bon, pour tous nos auditeurs qui vous connaîtraient pas, les gars, si vous voulez vous présenter, chacun peut revenir sur vos parcours. Ça peut être vraiment intéressant. Donc allez-y. Écoutez, très bien. Donc je suis Maoué. Donc je vais commencer la présentation. Alors pour ma part, je suis entrepreneur depuis mes 24 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 35. J'ai créé ma première entreprise qui était dans l'éclairage. Alors quand je dis été, c'est parce que l'entreprise a été revendue en 2020, donc l'année dernière. Donc j'ai créé cette entreprise en éclairage. Donc j'opérais auprès euh, des acteurs en développement immobilier à Dubaï, au Qatar. Donc je leur produisais les appareils d'éclairage. Donc j'étais un des premiers à faire de l'appareillage, de l'appareil d'éclairage à LED. Et Ouais, du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans, que j'ai revendu donc l'année dernière à un client à moi. Et en fait, d'accord. moi, mon parcours dans l'immobilier, c'est que j'ai commencé l'immobilier il y a à peu près 4 ans. Donc, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde à chercher sur Internet, voilà, donc circuit classique. Et mon premier investissement, donc c'est l'investissement dont j'avais présenté lors du séminaire. Ouais, Euh, et c'était un projet plutôt intéressant puisque le premier projet peut surprendre puisque j'ai acheté un hôtel que j'ai transformé en résidence étudiante de 25 lots. Donc c'était un projet très ambitieux puisque je n'y connaissais strictement rien à l'immobilier et que j'ai dû m'adapter et faire ce beau projet. Donc aujourd'hui c'est un projet qui tourne très très bien puisqu'on est sur la 4e année
Et, OK. donc, c'est une rentabilité dingue. Et après, on peut dérouler hein, sur, sur ce projet. Ouais, mais c'était super intéressant. Je me rappelle au séminaire quand tu l'avais raconté, bah, ça m'avait vachement impressionné parce que déjà tu avais eu un super cash flow avec un seul bien C'est et ça. ouais, c'était un truc dingue, je me souviens que tu avais commandé, tous tes meubles en Pologne, si je dis pas de bêtises, En Bulgarie, c'est en ça. Bulgarie, voilà. Exactement. Donc, c'était du mobilier sur mesure. Et rien qu'avec ce projet-là, du coup, ça me permettait de quitter ma rat race puisque j'étais à mon compte. Mais je m'en étais pas arrêté là puisque j'ai continué à investir, à investir. Donc j'ai acheté beaucoup d'immobilier donc en Normandie. Donc le projet en question était en Normandie. Et je me disais, mais pourquoi faire des projets plus gros mais avec un montant si faible? Donc je me suis orienté finalement sur Paris. Donc, sachant qu'à Paris, le prix du mètre carré est, est très haut. Donc, je me disais, avec 1 million, on peut. Enfin, voilà, c'est qu'un projet de 100 mètres carrés. Et, C'est et pas ce premier hôtel, là, hôtel particulier que tu as grave. transformé, donc t'as transformé en appart étudiant ou alors en chambre étudiante? Alors, j'ai transformé en résidence étudiante. Donc, En vraiment, résidence étudiante, voilà, ok. il y a vraiment une différenciation à faire entre de l'habitation pure, Ok. euh, où il y a une copropriété, et quand on parle de résidence d'habitation, là, on va être en monopropriété. C'est bon, ça, très très bon. Rien que ça, déjà, c'est bon. Et Un seul lot, donc un comptoir électrique. ok. Et ça, tu l'as acheté en nom propre et tout seul, le premier bien? Exactement. Tous mes premiers investissements, je les ai achetés en nom propre, tout seul. Voilà. En LMP, du coup. Ok, En ok, LMP, ouais. good, good. Ok, ok, ok. Super. Ok. Donc, suite à ça, comme je disais, j'ai continué à investir et investir surtout à Paris. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 400 mètres carrés de locaux commerciaux convertis en Airbnb, donc Airbnb légal, puisqu'à Paris, le Airbnb est très réglementé, puisque Ouais. il n'y a que des propriétaires de résidence principale qui peuvent exercer du Airbnb à hauteur de 120 jours par an. Moi, pour Merci le de le coup, rappeler. voilà, moi, pour le coup, j'ai essayé de dévier cette contrainte, justement en transformant des locaux commerciaux, en faisant le changement de destination en meublé touristique. Ouais. Bien sûr, c'est très très technique et je suis aujourd'hui assisté par des architectes, par des avocats pour pouvoir faire ça, mais j'ai entre guillemets des mini-hôtels dans Paris. Ouais, on en avait parlé quand on s'était Très vu bien. justement, pour l'apéro IMO et tu avais été déjà un précurseur là-dessus parce que tu avais bien prévu ton truc au départ avant que tout le monde s'alerte de ça et tu as bien verrouillé ton truc pour Alors, que ce soit légal. c'est très très bien verrouillé. Et il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi, puisque forcément, ils se disent j'achète des locaux commerciaux et je fais juste un changement de destination, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut aller vraiment au bout des choses. Il faut faire les travaux, il faut présenter ces travaux-là. Il faut dire à la mairie qu'on a bien achevé ces travaux. Donc, il faut faire une déclaration, ce qu'on appelle la DAACT, Mmh. et il faut leur soumettre ça pour être vraiment au carré. Et également, vis-à-vis de la copro, moi j'ai été attaqué plusieurs fois par la copro. Ils m'ont envoyé des lettres d'avocat, j'ai envoyé mon avocat, je les ai plus jamais entendus parler. D'où Voilà, donc l'importance aussi, une fois de plus, d'être entouré, hein, quand même, hein, d'avoir un Ouais, ouais. conseil et de pas partir la fleur au fusil. On a exactement. on Voilà, insiste à fond là-dessus, dans les podcasts avec Yann à chaque fois, même pour monter des statuts d'entreprise. Voir ça avec un avocat fiscaliste, faire les choses comme il faut parce que bien sûr, c'est pas acheter Et, un appartement. Donc. et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu as rencontré Emeric. Enfin, c'est à peu près dans ce timing-là. Exactement. Donc, j'étais en train de finaliser mes Airbnb. Enfin, quand je dis finaliser, c'est-à-dire que je finissais les travaux de mes Airbnb. Et ensuite, comme par magie, en fait, Emeric, je le connaissais d'il y a 4 ans. On s'était rencontrés à un apéro et justement, on s'échangeait sur l'immobilier et son profil m'avait plu puisque
Il me disait, mais moi j'achète des immeubles. Et moi aussi je disais, mais moi j'achète un immeuble. Et du coup, on avait échangé nos contacts, mais on s'était perdu de vue. Et comme par magie, la magie de Facebook nous a réunis de nouveau. On s'est échangé sur Facebook et on s'est dit, ah, bah, c'est super, c'est quoi ton parcours, comment tu as évolué? On s'est dit, bah, faisons une Ok, rencontre, voilà. Et c'est comme ça qu'on a discuté plus en profondeur et, ok. euh, et qu'on a vu qu'on avait beaucoup de similarités à faire des choses ensemble. Donc, et on est vachement complémentaires. Donc, c'est pour ça que je vais faire cette transition à Emeric, hein, qui va se Là, présenter. qui revient, son avion a atterri les Maldives ce matin. Et du coup, on a la chance qu'il soit là, complètement jet-lagué, le mec, mais encore bronzé, on le voit quand même. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Vas-y. Bon, bah écoutez, je vais prendre la relève. Donc, Emric, donc moi à la base, je suis enfin, j'étais responsable immobilier pour des entreprises de retail, à savoir que mon métier à l'origine, c'est de travailler pour des réseaux de magasins. Donc, imagine par exemple Zara, H&M ou ce genre de magasins, et de leur ouvrir leur nouveau point de vente. Donc, Ok. c'est-à-dire que je vais aller prospecter dans toute la France et dom-tom, Zone parce de chalandise, tout le toin-toin, c'est toi, quoi. exactement. Déjà, recherche foncière, ensuite négociation juridique et financière des baux commerciaux, recherche de financement, parce qu'à l'époque, je travaillais pour un réseau coopératif, donc c'est un peu différent de la franchise. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse regarder sur le site de la FCA, donc la Fédération du commerce associé, pour regarder un petit peu ce que c'est. Donc j'ai ouvert à peu près une cinquantaine de magasins pour ce premier réseau qui s'appelait donc le groupe EK France. Donc sur France et Dom-Tom. Le plus proche, c'était en région parisienne et le plus loin était à Nouméa, donc vous voyez en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc ça faisait quand même un périmètre assez long. Donc une fois que j'ai quitté cette enseigne-là, je suis rentré dans un autre groupe qui s'appelle Une pièce en plus, pour ceux qui connaissent en région parisienne. Donc c'est de la location de box pour les particuliers et professionnels, un peu comme Shurgard et Homebox. Ok. Donc là, je m'occupais du développement, encore une fois, sauf qu'on n'était plus sur des porteurs de projets extérieurs, c'était un groupe intégré, donc c'est une société qui est cotée à la Bourse de Londres, qui a aujourd'hui 27 points de vente à l'heure où je vous parle, enfin 27 sites. Et là où pour autant la première fois j'avais des magasins qui faisaient entre 100 mètres carrés et 500 mètres carrés, là on était sur du commerce, là on est passé sur des plus gros bébés parce qu'on était entre minimum 4000 à 10 000 voire 11 000 mètres carrés. Ah Donc c'est oui. des bâtiments logistiques et d'entrepôts qu'on rachetait, qu'on partitionnait et qu'ensuite on louait ces espaces de stockage, donc en Île-de-France. Donc là, c'est comme ça que j'ai ouvert donc le site de Poissy, le site de Pontoise, et là récemment depuis le mois d'avril, donc le site de la rue de Dunkerque, qui est exactement entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Donc à côté de ça, pardon, excuse-moi, oui. Aujourd'hui, tu es toujours dans cette boîte. Non, 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 je ne suis plus Ah, salarié ok. donc, depuis maintenant 1 an et demi. Donc j'ai quitté D'accord. l'entreprise parce qu'à côté, j'avais commencé à développer un patrimoine qui commençait à prendre de Grossir. l'ampleur, voilà, à grossir. Donc à travers, au début, des appartements. Après, une fois qu'on en a marre, quand on en a marre des appartements, on passe sur des immeubles. Donc j'ai commencé sur Paris, enfin Île-de-France exactement. Et ensuite, je suis parti aussi Marseille. à Marseille, exactement. Donc Moi, sur Marseille. j'avais suivi à un moment ton Insta, à peu près à ce moment, je sais pas, c'était peut-être il y a un an et demi. Ouais. Tu étais beaucoup sur Marseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos Insta. Euh, Oui, bien sûr. voilà. Mm. Donc, mon Instagram, donc c'est Emeric, A-Y-M-E-R-I-C, point Ameline, A-M-E-L-I-N-E. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez la moindre question. Je pourrais vous répondre. Je suis Cool. très disponible de ce côté-là. Donc, effectivement, j'ai commencé à acheter des appartements, des immeubles, jusqu'à monter à peu près une quarantaine de lots au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et ensuite, donc, je me suis associé dans une première foncière où on achète en fait des immeubles pareils sur Marseille qu'on réhabilite et euh, en, qu'on met en location meublée dans le but d'avoir donc
comment fonctionne une foncière pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc une foncière, c'est rien de plus qu'une société de détention immobilière. Donc c'est-à-dire c'est une structure qui va acheter de l'immobilier. L'idée de ces foncières-là, c'est qu'en fait, elles puissent grossir et atteindre une certaine taille critique. Imaginons que par exemple vous avez des biens et vous avez un rendement par exemple de 8% dans votre foncière. À partir d'une certaine taille critique, vos biens se transforment en fait en produits financiers. C'est-à-dire que on vient financiariser l'activité, on vient décorréler la partie exploitation, et en fait c'est simplement plus que ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est-à-dire qu'on vient vraiment créer ce produit financier. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on va vraiment décorréler la valeur du prix mètre carré de vos biens en une valeur de rendement. C'est-à-dire qu'on passe d'un prix métrique à un rendement. Et des institutions financières comme des assurances, comme des SCPI, comme un certain nombre de groupes vont être intéressés pour acheter ces portefeuilles en bloc. Ok. Donc, quand par exemple sur Marseille, usuellement on arrivait à faire des opérations entre 7-8%, voire plus, mais après c'est dopé par de la location saisonnière et c'est encore un autre sujet. Si vous revendez derrière en portefeuille, vous pouvez assez facilement revendre à 4-4,5%. Donc en fait, vous faites quasiment x2 sur la valeur de votre patrimoine quand vous le revendez, et c'est là que ça devient très intéressant. Donc que ce côté foncière devient très intéressant. Donc comme je vous disais, j'ai créé cette première foncière dans laquelle je suis associé. Et avec Maui, à côté de ça, on s'est dit, on a quand même un problème. C'est que, je l'ai expliqué, moi je suis issu de l'immobilier commercial. Je ne fais que ça de mes journées. J'ai beaucoup de compétences sur ce secteur-là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai jamais investi sur ce secteur-là. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec nos lots respectifs, on a à peu près 6 millions d'euros de patrimoine chacun. On se dit, ça demande en habitation énormément de gestion. C'est-à-dire que quand vous prenez une gestionnaire, vous lui filez 100 appartements à gérer, c'est impossible. Elle n'arrivera jamais à gérer 100 appartements parce que c'est beaucoup trop de travail. Par contre, si vous filez à une gestionnaire sans lot de commerce, il n'y a aucun problème. Elle peut même en prendre le double, ça fonctionnera très bien. Et donc avec Maui, on s'est dit, voilà, nous on a envie de développer des activités, on a envie de continuer à créer ce quorum d'entreprises autour de l'immobilier, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi une société de bâtiment avec une trentaine de personnes, j'ai 2 autres conciergeries qui gèrent mes appartements en location saisonnière, c'est uniquement mes propres appartements, où j'ai à peu près 25 appartements en location saisonnière également, et au-delà de ça, on souhaite aussi avancer sur d'autres créations d'entreprises, toujours autour de l'immobilier. Mais le frein qu'on avait, c'était de se dire, ces investissements qu'on a réalisés commencent à nous prendre l'intégralité de notre temps. Même si on délègue, même si on automatise, même si on met en place des process, et on a passé beaucoup de temps à faire ce genre de choses, on se rend compte quand même que ça nécessite un temps très important. Donc, on s'est dit, on va créer une nouvelle foncière, on va s'associer ensemble, et sur cette foncière-là, par contre, on va lui donner une vision qui va être uniquement orientée sur les locaux commerciaux. Donc, dans cette première foncière, on a acheté déjà deux premiers Locaux. locaux commerciaux, exactement, merci. Ouais. On a également 2 autres qui sont en cours de signature et de financement. Et maintenant, l'intérêt, c'est qu'on a des lignes de crédit parce que les banques commencent à nous faire confiance de par nos différents investissements et la sécurité financière qu'on peut leur apporter, commencent à nous faire confiance et ils nous donnent des lignes de crédit assez importantes qui nous permettent aujourd'hui de nous positionner sur des projets jusqu'à 5 ou 10 millions d'euros. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir faire des grosses opérations. Et si ça, aujourd'hui, on est en capacité de le faire, c'est exclusivement parce qu'on a pu on est passé auparavant par cette première phase de développement, le petit appartement, le lot d'appartement, la location saisonnière, et on a fait muter petit à petit nos exploitations jusqu'à arriver à ça. Ce que je vois qui est vraiment intéressant quand je regarde ton parcours, Emeric, c'est que moi, j'ai été entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans et je faisais exclusivement de la viabilisation de lotissement. Donc moi aussi, j'avais une société de construction, enfin de travaux publics, où j'avais 35 salariés et je me suis rendu compte, au bout de quelques années, en fait, que je connaissais un métier de viabilisation sur le bout des doigts et que je le faisais que pour les autres, quoi, et pas pour moi.
Et c'est un peu la même chose quelque part. Tu avais des compétences que tu développais pour les autres et pas pour toi, quoi. Tu as exactement raison. Moi, j'aimais bien en fait schématiser mon ancien métier en disant en fait je suis un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que toute la journée, je passe mon temps à trouver des opérations pour les autres. Donc pour ces réseaux de magasins. Et au bout d'un moment, je pense que quelqu'un qui apporte des affaires toute la journée mais qui n'est pas capable d'en saisir une de temps en temps, Bah, c'est c'est que dommage. ça devient dommage et finalement on se dit que même si on a cette sécurité de l'emploi, on est salarié et autres, il y a quand même quelque chose où on se dit on va pas vraiment au bout de nos projets parce que on bénéficie pas de l'exploitation de nos différents projets. Voilà. Ouais, et puis c'est frustrant de voir passer les bonnes affaires toute la journée. Et si tu prends pas le virage, à un moment, tu deviens aigri, quoi. Ouais, c'est ça. Schématiquement, vraiment schématiquement, euh, la chronologie en fait pour monter une foncière, c'est quoi? Donc association ou pas, vous vous réveillez un matin, vous vous mettez du parfum, du gel, une chemise, ok. Après, on va voir quoi? On va voir un avocat fiscaliste en premier ou on démarre par une banque, enfin un avocat fiscaliste ou autre, hein, je sais pas, mais je suppose que le statut à monter pour une foncière est hyper particulier. Une fois que cette foncière est créée, donc vous achetez avec un effet de levier bancaire comme on fait dans l'immobilier, enfin je pense que c'est ça. Dans l'habitation. Et une fois qu'on est en vitesse de croisière sur la foncière, est-ce que le but est-ce qu'il est aussi possible de faire, comme vous l'avez expliqué juste avant, intégrer d'autres têtes que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des associations, ou alors carrément vous mettre à vendre un produit financier sous forme de SCPI par exemple, tu vois, et faire rentrer monsieur et madame tout le monde, ou Tony et moi, ou En il y a fait, la 8 première questions dans la chose à question. faire, Ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire. J'ai dit là, il est parti, mais loin. en fait, la première chose à faire, c'est de donner une direction. C'est-à-dire que une banque ou une assurance ne va pas s'amuser à acheter un portefeuille complètement éclaté avec de l'habitation, avec du bureau, avec du commerce, avec trois secteurs géographiques différents. Donc la première Ok. chose à faire, c'est vraiment de donner une direction à la typologie d'actifs sur laquelle on va se positionner. Comme je vous ai dit au début, j'ai une foncière où c'est une typologie d'actifs, immeuble de rapport en ville moyenne. Voilà. Donc sur des rendements minimum de 6-7%. Ça, c'est la première typologie d'actifs. La deuxième typologie d'actifs, c'est immobilier commercial en région parisienne en maximisant les implantations en intramuros. Voilà, maximum d'immobilier commercial en intramuros. Une fois qu'on a donné cette direction, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que le nerf de la guerre, ça ne change pas, c'est le financement. On peut avoir les plus beaux projets du monde, si on n'est pas capable de les acheter, ils resteront les plus beaux projets du monde, mais pour les autres. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement se les accaparer. Et pour ça, il y a deux possibilités. Soit première possibilité, vous avez vous êtes entrepreneur et vous avez un volume de chiffre d'affaires et une santé économique de vos entreprises qui vous permet de faire un effet de levier important au niveau bancaire et vous n'avez besoin de personne d'autre pour pouvoir le faire. Donc Ouais. ça, c'est la première typologie de personnes. Et la deuxième typologie de personnes, c'est de faire rentrer une personne qui a des moyens importants et comment dire, une santé financière, un Bien sûr. profil bancaire très intéressant. Nous, avec Maway, bah, du fait déjà qu'au début, on avait moi j'ai des activités d'exploitation qui génèrent quand même des revenus assez confortables. Maway aussi a revendu ses activités et au-delà de ça, ses investissements lui permettent d'avoir des revenus confortables. Mais en plus de ça, on a fait rentrer une troisième personne qui a aussi un profil bancaire très intéressant. Et Mhm. l'avantage de ça, c'est que ensemble, on a la possibilité de pouvoir continuer cette direction et valider ce côté financier. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que tout est rose, c'est-à-dire que nous aussi, on galère parfois pour avoir nos financements et encore plus sur l'immobilier commercial que sur l'immobilier d'habitation parce qu'il y a une nécessité un peu plus importante de mettre de l'apport. Voilà. Ouais. Souvent, les banques ont tendance à demander un petit peu plus d'apport que sur des projets d'habitation. Et les conditions, je tenais à rajouter aussi, et les conditions ne sont pas forcément les mêmes que pour un particulier qui va avoir 25 ans, qui va avoir du différé. Bon, même si nous, de notre côté, via mes contacts bancaires, on arrive à acheter des locaux commerciaux sur 25 ans avec, avec 50 différés, euh,
Pour la plupart des cas, c'est généralement 15 ans et franchement, si c'est 20 ans, c'est un grand seigneur. Ouais, Euh, c'est sûr. donc voilà, il se projette généralement sur 15 ans avec 30% d'apport pour pouvoir sécuriser et si possible avec un locataire sur place. Voilà, c'est vraiment un métier à part entière, hein. Donc il faut vraiment se comporter comme un professionnel. Et en tout cas sur la place parisienne, hein, c'est sûr que si on va acheter une petite boulangerie en province, c'est peut-être une vision différente, mais en tout cas sur la place parisienne, les banques parisiennes, elles veulent voir des professionnels. euh, Ouais. Mais même, tu vois, alors pour ça, c'est même une règle générale, et on en parlait avec Yann encore bah, dans le podcast qui sort, tu vois, Qui sort là maintenant, là. voilà, au moment où on enregistre celui-ci, Dans où 5 on minutes. disait, ouais, dans 5 minutes, de professionnaliser à fond son approche, même quand c'est ton premier invest, quand tu dois Même en présenter ton... particulier, ouais. Ouais, même en particulier, tu dois arriver en étant professionnel aujourd'hui, en étant bah, un petit entrepreneur, même si c'est ton premier bien, même si c'est ton premier immeuble, tu dois présenter les choses de façon ultra professionnelle si tu veux être financé. C'est de plus On en voit plus que, vrai aujourd'hui, hein. ouais, on voit que les taux se resserrent, euh, alors petit à petit, hein. On n'est pas en train de dire que ça y est, tout est mort, qu'il faut se lancer dans la charpente métallique, l'immobilier c'est fini, c'est pas ça qu'on dit, mais on voit quand même que ça resserre et que bah, les interlocuteurs qu'on a en face de nous demandent effectivement qu'on soit de plus en plus professionnel. Après vous, enfin moi ce que je retiens sur le côté associatif là, c'est que où vous êtes bon, mais bon, vous m'avez pas attendu pour le savoir, mais vous avez un associé qui sert en plus de vous, mais qui sert de véhicule financier. Lui, il travaille toujours, le troisième. Il a Alors, toujours une activité. il est entrepreneur. Après, pour autant, il est au-delà de l'association financière. C'est Ok. vraiment quelqu'un qui a une vraie expertise financière, mais également d'exploitation, qui a l'habitude de D'accord. rentrer au Ok. capital d'entreprise. C'est pas juste quelqu'un qui nous fait un chèque, c'est quelqu'un qui a une Ouais, vraie ok. implication dans les activités. Ok. Parce que c'est vrai que dans les montages en société et quand tu t'associes, c'est aussi intelligent d'avoir une personne en fait qui va être vert fluo pour les banques et voilà qui est souvent dans un emploi encore au moment où tu fais ton investissement et à côté de ça avoir quelqu'un, enfin un autre associé qui soit beaucoup plus technique, beaucoup plus spécialisé dans l'IMO et du coup, bah, voilà, C'est un les deux échange de bons profils procédés, donnent, quoi. voilà, les deux profils donnent un profil hyper intéressant pour les banques et ça les rassure. Mais du Alors, coup, c'est pas forcément l'idée. à l'origine, non, non, c'était pas l'idée. Après, à l'origine, comme tu le dis, c'est souvent une combinaison d'un associé financier, d'un associé opérationnel. Un Mm. associé opérationnel qui va évidemment bah, gérer, comme ça l'indique, en front toute la partie opérationnelle et plus un associé financier. Nous, on a la chance, en fait, dans cette association, d'être un peu tous financiers et opérationnels. Voilà. Ok. Hmm. Voilà. C'est-à-dire pour toutes nos opérations, c'est chacun met les mêmes parts, Mm. chacun met les mêmes apports Ok. et voilà. Donc on est à égalité. Vous, Et puis, j'allais dire, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que bah, ça réduit le risque sur trois têtes. Pour les banques, c'est quand même toujours plus intéressant si, bon, on va se dire que c'est arrivé hier, hein. Si jamais un jour il arrive un malheur ou quoi que ce soit, il y a encore deux têtes pour gérer et ça réduit le risque, quoi, tout simplement. mm. Bien sûr. Après, pour revenir également sur ta question je pense à tous ces auditeurs qui se disent, bah, voilà, moi, comment est-ce que je peux faire effectivement pour acheter de façon aussi importante? Euh, il faut savoir que moi, j'ai passé mon temps, j'aime bien le dire aussi, à acheter des choses que j'avais pas les moyens d'acheter. Je veux dire, vraiment, j'ai passé tout mon démarrage d'activité à acheter toujours ce que je n'étais pas en capacité d'acheter. Donc, je me prenais des refus bancaires dans tous les sens. Et j'ai fait parfois jusqu'à 10-15 agences bancaires pour avoir un financement sur une opération. Donc ça déjà, je pense que la chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment y croire et que c'est pas parce que on a un refus, qu'on a 5 refus, qu'on a 10 refus, que ça ne passera pas. Il faut se retrousser les manches et il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment sur ma première partie. Et ensuite, le petit tips également que je peux donner là-dessus, et c'est quelque chose qu'on fait aussi, c'est que comme vous l'avez compris, nous, quand on part sur des opérations maintenant, là, vous voyez, cet après-midi, on va visiter un projet à peu près 3 millions d'euros. Bah, 3 millions d'euros, vous l'avez compris,
30% d'apport, ça fait 900 000 euros sur la table. 900 000 euros sur la table, on a beau avoir des patrimoines sympas, on n'a pas 300 Bien 000 sûr. euros chacun de trésorerie. Donc, une façon aussi de faire, c'est de faire des opérations de marchand. Quand je dis des opérations de marchand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on obtient des financements de façon beaucoup plus simple en ayant, par exemple, 70% sur une opération bancaire de marchand, 70% de Dette finance, de dette, bancaire. et ensuite d'aller chercher ce qu'on appelle de la dette privée, c'est-à-dire de la dette auprès de personnes qu'on va rémunérer à peu près à 10% par an sur l'argent qu'ils vont nous Ouais, vous prêter. octroyez. Ouais. Exactement. Ou finalement, bah, en fait, si eux, ils apportent, donc la banque prête 70%, et sur ces 30%, on arrive à lever à peu près 80-85% de dette privée, finalement, il nous reste assez peu d'argent à apporter sur nos Bien opérations. sûr. Donc c'est pour ça qu'on est quand même, j'aime bien toujours dire aussi que toute bonne opération réussit toujours à trouver son financement. Donc parce que là, bah, si on n'arrive pas à le faire en foncière, on le fera dans un premier temps sur une opération de marchand que Ouais, potentiellement on se revendra à nous-mêmes et qui nous permettra que la marge nous permettra en fait de mettre de l'apport il- dans l'opération Ouais. et c'est de pouvoir ça. la financer. Ça Il y a, se fera en 2 fois en réalité. il y a des choses intéressantes comme ça. Il y a une opération que je suis, si tout va bien, en train de faire en ce moment. C'est d'acheter un immeuble de 4 niveaux. Aujourd'hui, les étages supérieurs sont pas loués, c'est vide. Et au rez-de-chaussée, il y a un local commercial qui est loué depuis des années. C'est de la faire en marchand, en fait. Acheter tout l'immeuble, revendre les 3 étages. Et en fait, les 3 étages me payent le commerce. Et j'ai le commerce gratuit. Donc, Exact. Ça, ce que tu dis, c'est une opération que j'ai fait à Marseille. Il y a enfin, ça va faire un an maintenant. Il y avait 2 appartements à un commerce. J'ai revendu les 2 appartements, ça m'a payé le commerce en dessous, et le commerce est loué 1200 euros par mois. Donc comme c'est ça, j'ai magnifique. 1200 euros par mois. En plus, sur un projet à 175 000 euros de prix global. Donc Ouais. tout est possible. Après, je dis pas que c'est des opérations sur lesquelles on tombe tous les jours, Non, mais c'est sûr que si on cherche pas, on trouve pas. c'est exactement ça. Il faut être en capacité de les saisir. Il faut se dire que c'est possible. Et le jour où tu en trouves une, et ben là, sur la tienne, là, tu vois, c'est. Moi, la mienne est à peu près du même genre. C'est à peu près les mêmes montants. Et ça te fait ben, un SMIC gratuit tous les mois qui tombe à vie. C'est beau. Et Et ça va même au-delà de Après, ça, parce que finalement, tu vois, tu revends ton commerce, par exemple, sur un rendement. Là, tu vois, ce commerce qui est payé, si je le revends sur un rendement de marché qui est à peu près à 6,5%, bah, je récupère 200 000 euros. Bien Voilà, sûr. 200 000 euros, ça vaut plus, je récupère plus que ce que ça m'a coûté. Incroyable. Et chose très ouais, non, importante, c'est très. dis-moi, Vas-y, dis-moi Maoué. Yann, Pardon, vas-y. Non, non, chose très je disais, euh, le, on va y arriver. Vas-y, je te laisse. Je te laisse. Vas-y, Maouais. Le débat est très passionné. C'est ça. voilà, ok, donc je me lance. Donc, chose très importante pour la santé et la pérennité d'une foncière, c'est conditionné par une bonne association. Mm. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui s'associent alors qu'ils se connaissent très mal. Nous, avec Emeric, on s'est reniflé pendant très longtemps. Voilà, moi, j'ai visité Marseille. Il m'a fait découvrir son immobilier, son parc immobilier, parce qu'il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi Bien et qui sûr. veulent s'associer. Enfin, tout le monde veut s'associer à tout va. Je pense qu'il faut être complémentaire et qu'il faut justement avoir cette confiance. Aujourd'hui, c'est limite. Moi, je fais des signatures pour Émeric, lui fait ses signatures pour moi. Que ce soit au niveau de la banque, voilà, on se fait 300% confiance. Mm. Et on va dans une même direction. Si je suis pas d'accord, il n'ira pas sur les projets. Si lui n'est pas d'accord, on ne continuera pas. Donc voilà, donc c'est vraiment cette fusion qu'il faut avoir pour pouvoir monter que ce soit une société ou une foncière qui va être pérenne Ah, mais c'est. et, euh, et C'est forte. c'est super important. Enfin, on en a parlé beaucoup de fois sur ce podcast Exactement. de l'association. Moi, mon associé de toujours, c'est mon cousin Germain. Tu vois, on a 7 ans d'écart, on a été élevés ensemble. Ma maman, c'était sa nounou, donc on se connaît parfaitement. On a la même vision de la vie, on a la même vision de l'argent. Donc, on se fait confiance à 100% et c'est vraiment bien. Et surtout, j'allais vous demander après la forme, alors on laissera parler Yann, mais j'allais vous demander la forme juridique de ces foncières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'associent, qui font tout et n'importe quoi, et qui le font en plus en SCI, où tu es caution perso sur les projets, et où si là tu es avec un associé qui fait n'importe quoi, et ben, tu te retrouves à être caution perso sur ton patrimoine pour lui,
ça peut partir en sucette, mais complet, quoi. Voilà. Ça peut être faisable, effectivement, si on le fait avec un partenaire, un associé de confiance. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, si on s'associe avec n'importe qui, où on met effectivement, où on est caution solidaire, ça peut tourner très très mal. Mm. Mais s'agissant de la foncière, pour le statut juridique, il n'y a pas de règle. Ça peut être une SCI, comme ça peut être Une SAS. une SAS. Alors, Ok. Et, pour et les qu'est-ce banques, qui fait du coup que vous l'appelez foncière en fait? Où est-ce que c'est notifié? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, une foncière, si c'est une SCI à l'IS, je suppose, ou si c'est une SAS, on, Mm. la dénomination en fait foncière, c'est vous qui la donnez quoi. C'est ni Exactement. En plus ni fait, moins c'est qu'une société quoi. bien évidemment, c'est que c'est Moi, je comme tu pensais qu'il y disais, avait quelque chose par-dessus encore. non, pas du tout. C'est en réalité c'est l'objet. C'est l'objet de Ok. l'entreprise. C'est-à-dire que on a une structure de détention, comme tu dis, qui peut être une SCI, qui peut être une SAS, qui peut être une SARL. Après, orienter, et moi je vais plutôt vous orienter au début de partir justement sur des SCI. Pourquoi? Parce que les D'accord. financements sont plus faciles à obtenir sur des SCI que sur des sociétés commerciales. En fait, c'est aussi simple que ça. Vous l'obtiendrez plus facilement. Une fois que vous avez atteint une certaine taille critique, il sera toujours possible de pouvoir partir sur une autre structure tout en ayant apporté en garantie à la banque cette première structure. Après, Alors, en soi, une foncière est quand même à la base une société commerciale. Donc ça reste quand même normalement une SAS ou une SARL. Et c'est ça, parce et que, alors, tu peux toujours transformer une SCI à l'IS en SAS, mais il faut faire aussi super attention, parce que si les crédits ils ont été contractés par la SCI, ou à la fin, tu as signé comme quoi tu renonçais à la clause et que tu étais caution solidaire, il faut bien avoir l'accord de la banque pour transformer la SCI en SAS. Sinon, il peut avoir le, chaud au mich aussi. moi, ce qui me fait peur avec la SCI, au final, c'est pas dans la forme, c'est la forme juridique en cas de litige. C'est-à-dire qu'avec les montants dont vous parliez, en Mm. SCI, s'il y en a un qui pète les plombs, vous êtes dans une merde intersidérale. Alors que en SAS, tu vas quand même pouvoir border à mort ton statut. Il y en a un qui dépense 3000 en carte, alors que vous êtes, je dis n'importe quoi, 3000 euros d'un coup avec une carte, alors que sur les statuts, vous avez mis qu'au-delà de 2005, c'était éjection directe. Vous avez la possibilité de faire ça avec une SAS. Une SCI, vous êtes quand même caution. Enfin, je trouve que le rapport associatif n'est pas du tout le même, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a aussi une chose qu'il est possible de faire, c'est un pacte d'associés. C'est-à-dire que tu Oui, définis, tu fais une SCI à l'IS, tu fais ta SAS, et nous d'ailleurs, systématiquement, on fait ce qu'on appelle un pacte d'associés. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà définir le rôle de chacun, définir les droits et les obligations de chacun, et surtout la possible éviction d'un associé s'il ne respecte pas ces conditions. Voilà. Mhm. Et ça, c'est très important, même si c'est encore une fois un coût supplémentaire au moment de la rédaction. C'est très important de exact. faire ce genre de choses parce que, comme tu le dis très bien, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit un ami ou que ce Bien sûr. soit une personne que tu as rencontrée dans la rue, si cette personne commence à tirer la couverture vers elle au moment dans cette entreprise-là, il faut que cette entreprise soit protégée par cette chose-là. Donc, Mm, mm, mm. la SCI, la SAS en soi, il n'y a pas forcément de sujet à partir du moment où on vient la protéger, encore une fois, par ce pacte d'associés. Ouais, très Mm. bien. Sauf que, enfin, alors oui, et non. C'est-à-dire que sur le pacte d'associés, je te rejoins pleinement, mais on imagine donc l'associé qui est pas là, donc on connaît pas son prénom, donc on peut Oui. parler de lui, Bichette. Donc admettons qu'il fasse n'importe quoi. Votre pacte d'associé qui a été rédigé en avance dit du coup, enfin, vous pouvez justifier auprès d'un avocat qu'il a fait de la merde. Donc on le dégage. Ok, lui il éjecte. Par contre, si il vous a mis sur 500 000 euros, d'accord, la SCI doit soulever 500 000 euros. Si le mec s'est barré avec 400 000 euros, même avec un pacte d'associés, la banque viendra chercher l'un d'entre vous et non pas vous deux. C'est-à-dire qu'ils viendront taper le mec qui a le plus de patrimoine et ils taperont à la porte, ils diront bonjour, il nous faut 400 000, donc ça Ouais, sera t'es soit solidaire Emeric, pour la soit totalité. c'est ça. Alors que sur une SAS, ben en fait, vous allez pouvoir diviser la casse. Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends tout à fait ce que tu dis. La seule chose, c'est que là, ce que tu viens de décrire, c'est du pénal. Oui, Si demain le mec se barre avec 400 000, déjà il va partir en prison pour commencer, parce que c'est de Alors, l'abus de bien social. C'est de l'abus de bien social. Il n'a pas le droit de s'enrichir à titre personnel sur une entreprise. Après, je suis tout à fait d'accord pour avec l'avoir toi. vécu, Émeric, pour l'avoir Ouais, vécu, c'est ouais, effectivement du pénal, mais par contre, au final, on est en France et ça se passe pas comme ça. on n'y va pas. C'est-à-dire que voilà, il y va pas en fait. Là, moi, je peux te dire encore aujourd'hui, on en a parlé il y a 2 ou 3 podcasts. On a même eu une réponse de Yann Darwin, Ouais, puisqu'à l'époque, en fait, il faisait partie de la team Darwin, ce mec. Et ouais. aujourd'hui, il est lui en Bulgarie ou en Lituanie, et Ah il est oui, sorti, comme ça, hein. Et nous, il nous a mis ouais, 220 000. C'est putain. ouais. passé, Alors, par voilà. contre, il y aura peut-être pas de pénal, mais il y a un On voit paquet de pas les mecs. vidéos, hein. Ouais. Sur le podcast, on voit pas la vidéo, hein. Ouais, et tout ça Mais pour dire que si on avait été en SCI, on était, enfin moi en tout hmm. cas, on venait taper à ma porte et on venait tout saisir d'un coup, quoi. Bien Ouais, sûr. tu voulais dire, Non, j'allais dire que Tony? par contre, il a d'autres problèmes, c'est que si jamais il revient en France, il y a des mecs qui l'attendent à l'aéroport. Non, mais C'est- ça ça c'est certain, mais voilà c'est pour ça que je te disais oui, mais non. Après, je comprends Ouais. complètement votre logique. Après aussi, moi je tenais à rajouter parce que les banques elles sont pas connes. Hein. C'est pas parce que on a mis le statut en SAS que le Oui. financement va se faire. Il faut Ah forcément non, oui, des cautions, soit de sa holding. Voilà, donc Bien il y a sûr. quand même des cautions derrière, puisque le Heureusement. rôle de la banque c'est d'avoir une garantie lorsqu'elle vous prête de l'argent. Le but c'est d'avoir une garantie. La garantie elle peut s'exprimer de différentes Bien manières. sûr. Mais à partir du moment où elle vous prête de l'argent, s'il n'y a pas caution des 3 associés, Non, non, c'est ça c'est le pas fait. sûr. free. Ouais, non, mais là-dessus, Finalement, t'as raison. T'as c'est le raison sujet. là-dessus. Oui, 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 Non, bien sûr. et puis tu vois, il y a aussi de toute façon des fois où il faut se mouiller. En ce moment, je vois pour moi, on a repris à fond les visites avec mon associé Ben et on est dans des secteurs tendus. Tu as des biens où tu peux faire des opérations de marchand et si tu les saisis pas avec une offre de prix ferme sans condition de financement, tout te passe sous le nez en fait, hein, ça se fait dans la journée. Donc il y a un moment où quand tu signes une offre de prix sans condition de financement, tu sais que la banque elle va te suivre derrière, ou si elle te suit pas, bah faudra y aller sur tes fonds propres, mais il faut te mouiller quoi. Donc là c'est plus une histoire de caution perso, c'est juste une histoire de j'ai confiance, je sais que l'affaire elle est bonne, et puis je fais un chèque et j'y vais quoi. Exactement, exactement. On peut Pour, d'ailleurs avec Mawek, les 2 dernières opérations qu'on a fait sur des murs commerciaux, c'est des opérations qu'on a fait sans conditions suspensives de financement. Et même au-delà de ça, systématiquement, sur ces 2 opérations, on a dépassé les délais de promesse. Et je peux vous dire que quand on est hors délai de promesse, qu'on a déjà versé 5% de séquestre, on fait pas les malins. Mais non, Surtout sur des montants comme ça, on fait pas les malins. non. Non, mais c'est et sûr. Et j'allais dire je fais pas mal de lotissements, moi. C'est vraiment mon activité principale, en tout cas ma zone vraiment d'expertise. Et toutes les dernières offres qu'on a fait, donc on met forcément quand même une clause d'obtention de permis d'aménager, mais par contre on met pas de clause de financement pour les terrains. Et c'est ce qui fait la diff Ouais, avec les autres. bien sûr. Exactement. oui, Mais alors attention, parce on a des auditeurs qui démarrent. Oui, C'est-à-dire que ça, on le fait parce que derrière, il y a du cash, parce que derrière, il y a une assise, parce que là, demain, si Jean Gabin, tu te lances à acheter un premier appartement pour faire de la LCD ou je sais pas quoi, mets toutes ces putains de clauses, hein. Si tu es oui, à non 1003 à mais l'usine, faites pas faire n'importe quoi non plus. Je rajoute d'autres clauses même. Ouais, non, mais complètement. Mais voilà, ça c'est là, c'est pour des gens qui sont quand même avancés. J'ai une question, les gars. Euh, est-ce qu'au fond de, est-ce que l'idée en fait finale de monter C ou cette foncière peut être aussi de la vendre, c'est-à-dire de dire, ok, on la pousse à, je dis n'importe quoi, X millions, et à ce moment-là, en fait, on vend tout à, comme vous l'avez dit, des assureurs type Alliance, je sais pas trop qui après basculeraient des SCPI. Parce qu'en fait, moi, je viens de comprendre que les SCPI que j'ai, au final, je les ai achetés à des gars, enfin Alliance, mais Alliance les a achetés à des gars comme vous. Exactement. En Tu fait, vois. c'est rien de plus que de la financiarisation de ouais, l'immobilier. C'est quelque chose qui est très très répandu en immobilier commercial, mais plus généralement en immobilier d'entreprise, hein, bureaux, commerce, entrepôts et autres. Ce ne sont que des professionnels. Là où quand vous
vous cherchez un bien immobilier en habitation, il va peut-être y avoir à peine 5% d'institutionnels qui pourront se positionner sur des biens en habitation. Il faut savoir que le rapport est inversé sur de l'immobilier commercial. C'est 95% d'institutionnels et 5% de particuliers. Donc, l'idée systématiquement, c'est de revendre à terme ces foncières-là. Alors, on peut les garder à moyen terme, même à long terme. On peut même se dire, parce que c'est un peu l'image qu'on a quand on détient de l'immobilier commercial, c'est un peu cette ascension sociale. Vous savez, c'est quand on est sur des villes moyennes, souvent on sait que l'immobilier n'appartient qu'à quelques familles dans une ville. Bah, là, en fait, en immobilier commercial, c'est de se dire, est-ce que moi aussi je veux que mon nom, en quelque sorte, j'ai un peu cette ascension sociale en étant propriétaire de 50 ou 60% d'une rue dans un centre-ville d'une ville très particulière, ou est-ce que j'ai une volonté simplement d'avoir beaucoup d'argent sur mon compte? Ça, après, c'est des problèmes de riches. Ouais, c'est, comment dire, c'est selon les envies de chacun et le sens que ça a pour soi, quoi, quelque part. Il faut En faire. fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de Ouais. règle sur comment on veut faire les choses. Ouais. Mais alors, moi, j'avais Ouais. quand même. Tu veux y aller, Yann? J'avais une Non, question non, non, d'ailleurs. pas du tout. Merci pour la réponse, en fait. Ouais. J'allais poser la question de demander. Tu vois, c'est les problématiques que j'ai eues récemment parce que j'ai eu jusqu'à 26 lots, moi, au maximum, en locatif d'habitation. J'ai tout filé en gestion parce que bah, j'en pouvais plus de le faire moi-même. Trop d'oseille, quoi. C'est un problème de trop d'oseille, Ah ben ça, non, mais là, on est bien d'accord qu'on est sur monsieur des problèmes Poncet. de riches. Je sais plus quoi foutre de mon pognon. Bon, voilà, 3 locataires, ça me fait un peu trop, les gars. Est-ce que vous pourriez m'aider? J'aimerais bien Non, monter sur une autre. en fait, c'est surtout que tu te rends compte que ton temps, il n'est pas extensible. Et moi, ma zone, en tout cas d'expertise, mais comme celle de nous quatre, elle est d'aller sur le Bon Coin ou chez les agents immobiliers ou chez notre réseau pour aller boire des cafés, bouffer au resto et trouver des bonnes affaires. Elle n'est pas d'aller faire des états des lieux. Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, Et je l'ai fait. Excusez-moi, les gars. Moi, je l'ai fait, en fait. C'est grave ou pas? Moi, je m'en occupe encore, tu vois. J'ai encore eu une dédite hier, tu vois, au téléphone, juste après avoir accroché avec vous, en plus, tu vois. Mais après, enfin moi en tout cas, il y a un moment où ça m'a saoulé et en fait tu te rends compte que même en les filant en gestion, bah tu as quand même des fois des problèmes où il faut que tu y ailles toi. Alors ça fait partie du truc, hein. Tu vois, l'année dernière, je suis allé voir un problème d'expertise parce qu'il y a des chiottes qui fuyaient. Bah, c'est aussi ton boulot en tant qu'investisseur de faire ces choses-là. Tu peux pas non plus tout déléguer. Mais à quel moment tu te poses la question de te dire, bah, j'arrête dans l'immobilier d'habitation classique, location nue, longue durée, et je passe sur des locaux commerciaux et j'utilise tout ce que j'ai créé à titre perso pour investir en société pour faire ça. En fait, l'immobilier commercial, pour moi, il s'adresse principalement à deux cibles. La première cible, c'est une cible un peu comme toi, c'est-à-dire une personne qui a commencé à développer un patrimoine important, qui est aujourd'hui a presque échangé son ancien job par un nouveau, qui est le fait de gérer son patrimoine. Et ça c'est pas vraiment un investissement pour moi, c'est pas l'image en tout cas que j'ai de l'investissement, c'est plutôt l'image que j'ai de quelqu'un qui veut changer d'activité. Donc ça, c'est pour moi, c'est typiquement cette première cible, c'est des personnes comme toi qui ont envie d'avoir cette transition et d'avoir surtout des investissements immobiliers beaucoup plus passifs. Bon, moi, Donc j'ai résolu un peu le problème, j'en ai revendu la moitié. voilà, et ben, je ne te cache pas qu'on est en train de faire la même chose avec Maway. Voilà, on fait exactement la même chose de notre côté aussi. Alors, On ouais. revend une partie. Et ensuite, la deuxième cible, pour terminer, c'est des personnes qui ont une activité prenante, importante, qui ont souvent un niveau de rémunération qui peut être assez important, mais qui n'ont absolument pas le temps Hmm. de s'impliquer dans leurs opérations. Voilà. Quand quelqu'un travaille énormément, passe toute la journée sur son lieu d'activité ou a finalement assez peu de temps libre et qui préfère le consacrer avec sa famille le reste du temps, et ben ces personnes-là, c'est des personnes qui doivent se diriger, selon moi, sur une typologie d'actifs beaucoup plus passive que ce que peut être l'habitation aujourd'hui. Ok. Alors, si Yann, tu as une question, parce que j'en avais une, moi. Vas-y, j'en ai une, mais elle est très simple, cela dit. Enfin, ça dure une seconde. Vas-y. Est-ce qu'on arbitre des foncières comme on arbitre en fait du patrimoine en perso? Donc, ouais, on peut arbitrer, vendre aussi vite. On attend d'avoir un peu capitalisé et ça dégage, quoi. Si on le souhaite. Alors,
Pour moi, il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre de la situation de chacun. Moi, je le fais, effectivement, on est en train de se débarrasser de la moitié de notre patrimoine en habitation, pas pour la partie location courte durée, mais surtout sur la partie location typiquement, pour ma part, ma résidence étudiante, Ouais. donc je suis en train de la, de la revendre. Euh, du coup, pour ma part, en fait, C'est quelque chose qui vaut quoi, ça? Bah oui, grosso c'est modo. quelque chose qui vaut, qui vaut dans les deux. Putain, énorme. Franchement, Ah, C'est, c'est beau. si tu veux, c'est une volonté de faire un cash out au bon moment Mm. pour pouvoir aussi derrière réinvestir sur nos projets, pour nos projets en commun dans la foncière. Et sur ta Ouais. question qui était plus orientée sur l'immobilier commercial, en fait, c'est exactement la même chose que l'habitation. C'est-à-dire que quand on commence, on achète des appartements dans des petites copropriétés, puis finalement, on réussit à acheter peut-être un lot d'appartements dans une copropriété, puis un immeuble. Bah là, c'est un petit peu pareil avec l'immobilier commercial, c'est-à-dire qu'au début, on va plutôt s'orienter sur des petits loyers, donc finalement beaucoup de locataires, et puis petit à petit, on va s'orienter sur des locataires avec des loyers beaucoup plus importants. Comme tu vois, cet après-midi, on est sur un loyer à 200 000 euros par an, donc on est quand même sur une opération avec un gros loyer. Donc pareil, plus on va augmenter, plus on va faire aussi des arbitrages en allant chercher des plus gros et en peut-être se délestant des petits qui vont pouvoir nous ramener effectivement de la trésorerie pour réinvestir dans Hmm. des nouveaux projets au niveau de l'apport. Alors, ok, merci beaucoup. Vas-y, Ton. la question que j'avais tout à l'heure, c'est quand tu regardes les choses un petit peu objectivement pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout l'immobilier, d'un côté, tu as l'immobilier d'habitation, ou si tu veux un truc quand même qui soit un peu patrimonial, eh ben, tu as des rendements qui sont pas ouf, quoi. Tu vas avoir 7, 8%. Et si jamais ton locataire ne te paye pas, bah, tu vas mettre 1 an et demi pour le virer. Et en plus, tu as des charges de fou et tu as une fiscalité qui est énorme en tant que particulier, avec la CSG et tout le reste. Et de l'autre côté, tu vois l'immobilier commercial, où même pour du patrimonial, tu as des rendements qui sont plus à 8-10%. C'est quasiment, le rendement brut est quasiment égal au rendement net, parce que tu fais même payer la foncière à ton locataire. Si jamais ton locataire ne te paye pas, bah, tu peux faire un référé, tu peux quand même arriver à le mettre dehors bien plus vite qu'un particulier. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Elle est où l'arnaque? Alors, il n'y a pas d'arnaque. Il y a pas d'arnaque, c'est simplement que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur un métier beaucoup plus financiarisé. Donc, qui dit métier plus financiarisé dit accès à l'information beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand vous essayez de récupérer des informations sur l'immobilier commercial, c'est très difficilement accessible. C'est très inaccessible, pardon. C'est difficile d'avoir de l'information et finalement, il n'y a qu'une petite élite de personnes qui a ces connaissances et qui réussit à faire des opérations. Je vais vous donner un exemple. La dernière opération qu'on vient d'acheter avec Maui à côté de la gare du Nord, on est face à un vendeur qui ne sait pas ce qu'il vend. Voilà. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'il n'est pas formé sur la question. Comme vous êtes formé sur l'immobilier d'habitation, il y a aussi une formation à avoir sur l'immobilier commercial pour être en capacité Ouais. de pouvoir effectivement comprendre ce marché. Donc pourquoi là pour le coup le vendeur ne savait pas ce qu'il vendait? Simplement parce que il nous vend sur une base de rendement. Donc il nous dit voilà, j'ai un loyer par exemple de 2000 euros, je sais que ça se vend à 5,5% sur ce secteur-là, donc le prix est de temps. Donc là, ça c'est l'analyse que tout le monde est capable de faire, sauf que l'analyse que lui n'a pas été capable de faire, c'est que son loyer est 30% en dessous de la valeur locative sur la rue. Donc finalement, on achète 30% en dessous de ce que ça vaudrait réellement. Et ça, c'est par la connaissance. Après, pour te dire pourquoi vraiment les gens ne vont pas sur cette activité, je pense que c'est parce que on a des repères dans l'habitation. On habite tous une maison, un Hmm. appartement ou autre, et c'est très facile de pouvoir finalement se projeter sur ce même type de bien. Par contre, d'aller acheter un local commercial ou un entrepôt ou même autre chose, là, on a des repères qui sont complètement déconnectés. Ça peut faire peur, et au-delà de ça, on est souvent sur des montants qui sont un petit peu plus élevés que dans l'habitation. Après, Oui. dans ce que tu as dit pour terminer, c'est que les rendements, en réalité, ils ne sont pas plus élevés que dans l'habitation. Je dirais même qu'ils sont plus faibles. Ok. Là, sur les opérations qu'on fait, alors ça dépend encore de tout, hein. Tu vas sur des secteurs prime dans Paris, tu vas acheter à 1,5% de rentabilité, Ouais. pas plus. Tu vas sur des villes moyennes ou même des petites villes, tu peux facilement trouver du 10-12%. Pour autant,
c'est ton appréciation du risque, tout comme tu le fais en habitation. Le rendement rémunère le risque. Si tu es prêt à prendre des risques, va chercher des rendements supérieurs, mais tu t'exposes à une potentielle vacance locative. Par contre, achète des rendements qui sont des rendements plus faibles. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir une vraie sécurité de la part de ton locataire. Et même et nous, ce qu'on Bien veut sûr. aujourd'hui, se dire C'est vrai, ouais. C'est totalement vrai. C'est très bien. Tu vois, on n'avait jamais trop pensé à le tourner comme ça, mais c'est ça en fait. Complètement. Effectivement. Et Effectivement. par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'aller chercher des gros montants, enfin des gros rendements. Nous, ce qu'on veut, c'est faire cet effet de levier. C'est-à-dire que acheter un immeuble, par exemple, à 1 million d'euros, où on va faire 12 appartements, qui va nous prendre 1 an pour sortir le projet, bah moi, je préfère faire un local commercial, comme l'expliquait Maway, à 1 million d'euros et d'en faire 4 ou 5 dans l'année. Parce que finalement, une Oui, fois mais que les je suis gars, passé chez nous, aujourd'hui, aujourd'hui, bien évidemment, mais par contre, c'est ce que je tu pense disais à tout Jean à l'heure. Gabin là, qui est dans sa voiture et qui part à l'usine. Là, si tu veux, il va serrer le moteur, quoi. Le mec, il est dans les bouchons et en fait, il a le pied, c'est sur l'accélérateur. Tu vois, et Pour recibler vraiment le truc, c'est qu'aujourd'hui, à côté de ça, on a nos activités d'exploitation, on a notre patrimoine qui a déjà été réalisé. Bien Et ce sûr. qu'on veut, c'est simplement de pouvoir aller beaucoup plus vite, quitte à ne pas gagner de l'argent tout de suite, mais à c'est gagner dans ça. quelques années avec un effet de levier En x10. fait, Vous, vous vas-y, avez vas-y, un Maway. chat, vous avez un chat qui perd des poils, vous mangez des sandwichs à la mayonnaise, vous vous en foutez partout et tout, vous chiez pas de paillettes, vous êtes normaux quand même. On est d'accord. Non parce que Non, remettons. mais, Maoué, sauve Emmerich, s'il te plaît. non, mais, non, non, mais vraiment, les gars, c'est vraiment parce qu'on est passé par des parcours Ah, on en a difficiles au chié, début. hein. On en On a en a chié, chié, hein. hein. Bien sûr. Vraiment, Attends. on a commencé comme tout le monde, hein. On en a chié au début. On a goûté ce que c'était l'habitation. On a fait tous des check-in, des check-out. On nous a appelés pour déboucher les chiottes. Ça, on l'a fait. Mais c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, on a développé un patrimoine en habitation tellement conséquent qu'on s'était dit, non, on ne va pas s'amuser à continuer à développer ce genre de patrimoine. Et l'idée derrière aussi, c'est que grâce à notre patrimoine actuel, ça nous permet de générer Bien du sûr. cash flow, ça nous permet de vivre, Oui. et qu'on n'a plus besoin de cash flow sur nos foncières, on n'a plus besoin de vivre sur nos foncières. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'aller sur des projets C'est commerciaux. c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un truc que je répète souvent, c'est que les stratégies, tu vois, pour gagner 10 000 balles, bah, tu économises sur tes salaires et puis un jour tu fais 10 000 balles. Les stratégies pour faire 100 000 balles, déjà il faut commencer à investir, il faut commencer à générer du cash flow. Ces stratégies-là, c'est pas les mêmes qui vont t'emmener pour faire 1 million d'euros de patrimoine. Là, il faudra investir encore plus massivement. Mais quand tu es arrivé à 1 million, t'as pas encore plié le game. Si tu veux faire 10 millions, tu peux pas répéter les stratégies qui t'ont permis de passer à 1 million. Faut encore Oui. passer à de nouvelles stratégies. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. C'est de C'est changer ça. les stratégies qui vous ont permis de faire de 0 à 1 million pour faire de 1 à 10 millions, quoi. Je veux vraiment prendre 2 minutes pour expliquer les choses pour justement le monsieur qui est dans sa voiture et qui va à l'usine. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé mon activité, bah, je prenais 3 avions dans la semaine. J'avais un taxi qui m'attendait à 6 heures du mat devant chez moi et souvent, soit je découchais 2 fois dans la semaine, ou soit je découchais une fois dans la semaine et je rentrais à 23 heures et je répétais ça plusieurs fois dans la semaine. Donc déjà d'une, je n'avais pas beaucoup de temps à m'impliquer, j'étais crevé. Euh, et là où tous mes petits copains s'amusaient à sortir, s'acheter des super voitures, aller s'amuser à acheter des bouteilles en discothèque ou quoi, moi j'étais un malade de l'épargne, quoi, hein. Il y a Mhm. 80-85% de mes revenus qui étaient épargnés pendant 4 ans. Et Mais le on en temps que revient j'ai... toujours au même. On en revient Toujours. toujours au Avec. même parce que Toujours. c'est Coffret, c'est- coffret, c'est le parcours coffret, qu'on a fait coffret. avec Yann, quoi. Bosser comme des Et, dingues, coffrer comme des dingues. Et j'ai commencé quand j'ai fait mes premières opérations, hein, à aller taper, à faire de la peinture. Alors, j'ose même pas, je sais même pas pourquoi le locataire est encore en place. Ça fait 5 ans que j'ai acheté cet appart. Les peintures sont toutes dégueulasses, mais écoute, apparemment, ça a l'air de lui Il est plaire. là. Ouais. Il est là, et puis dans le reste de mon temps, bah, on n'avait pas les moyens de prendre un archi, donc on faisait les plans nous-mêmes. On allait négocier tous les devis, quitte à prendre des entreprises pourries et se taper des retards de chantier énormes avec des malfaçons. Enfin, toutes ces galères, on les a vécues, on les a connues, et je vous encourage même, c'est bête comme conseil à dire, mais
Vous avez besoin de passer par Bien là sûr. pour comprendre que vous devez vous entourer d'experts. Non, mais c'est sûr. Et j'ai une question à 100 points. C'est la dernière, Tony. Non, mais vas-y, je t'en prie, mon coco. Après, est-ce que vous avez vu une évolution tarifaire avant le Covid, post-Covid? Sur l'immobilier commercial? Ouais. Ou sur tout type d'immobilier? Non, vraiment sur votre domaine en Immobilier investissement commercial. commercial. Parce que je me dis qu'en fait, dans ma tête, hein, je me dis qu'il y avait peut-être plein de gens qui étaient à fond dessus avant le Covid et après qui se sont dit ouais, c'est pas si safe que ça et du coup, vous avez peut-être plus de liberté et plus de latitude financière, enfin en tout cas de négociation. Est-ce que je me trompe En ou vous avez le droit réalité, de dire oui? sur la place parisienne Oui, non, ouais, et en première couronne, c'est que les prix, ils n'ont pas baissé. Ils n'ont pas ouais, baissé, mais oui. et ils ont même augmenté. Nous, aujourd'hui, notre sourcing se fait surtout via notre réseau off-market, Bien sûr. via nos agents qui nous présentent directement les opportunités avant de passer en annonce. Donc, généralement, si tu veux, pour cette typologie d'actifs, à partir du moment où c'est en annonce, c'est Trop vraiment trop tard. classique. C'est Ouais. vraiment trop, voilà, c'est vraiment trop tard et il y a réellement peu d'opportunités. Il faut vraiment travailler son réseau off-market et avoir ces opportunités-là que moi vous présentez directement. Ok. Et même pour compléter un peu ce que dit Maoué, là où autant vous aviez ces 95% d'institutionnels qui se positionnaient et 5% de particuliers qui se positionnaient pour acheter un bien immobilier avant le Covid, les institutionnels ont un peu ralenti en fait leurs acquisitions actuellement, même si ça a tendance à repartir. Et donc, même si les prix n'ont pas baissé, il y avait peut-être il y a toujours d'ailleurs une facilité peut-être un petit peu plus importante à identifier des biens. Chose qu'avant, il était quasi impossible de faire. Donc, le prix n'a pas baissé, mais par contre, vous avez la possibilité d'acheter quelque chose. Chose que avant, il était très compliqué de faire. C'est-à-dire que quand vous reprenez la petite ville, la ville moyenne dont je vous ai parlé, quand il y a les 3 familles qui détiennent 99% du centre-ville, bon, déjà elles se vendent entre elles les choses, mais là, on va dire que ces 3 familles ont accepté de peut-être vendre un ou deux biens de leur patrimoine. Ça va pas durer. Pour moi, c'est là ce qui va se passer, c'est que faut pas oublier que tous les locaux commerciaux sont attachés à une activité de commerce, hein, donc c'est des commerçants qui sont à l'intérieur. Il va certainement y avoir, avec la fin des aides gouvernementales pour le Covid, de la casse, d'accord. Donc Ah, il va mais y avoir, ça, c'est certain, par contre. Ouais, il va c'est y même avoir pas. Ouais. il va y avoir quelques activités qui vont casser. Alors, c'est pas forcément mal parce qu'effectivement, souvent, c'était des activités qui étaient en difficulté. Parce que pour avoir en interne un peu les performances des réseaux, il faut savoir que l'année 2021 est une très bonne année. L'année 2020 est une très bonne année. Moi, je viens d'un réseau de magasins où ils ont fait plus 10 en étant fermés les 2 tiers de l'année. Ouais, j'imagine. Ouais, bah ouais, tu vois. Donc BFM a tort, en fait, t'es en train de me dire là. Ouais, donc pour ajouter également, alors il y a peut-être des possibilités aujourd'hui avec le télétravail d'avoir des possibilités sur les immeubles de bureaux. Alors bien sûr c'est un petit peu compliqué en région parisienne, mais peut-être aller chercher des immeubles de bureaux, à les transformer potentiellement en habitation, puisque les immeubles de bureaux sont aujourd'hui désertés. Ouais. Et il y a des typologies d'immeubles qui s'apparentent à de l'habitation, qu'on peut potentiellement présenter à la mairie, faire un changement de destination et le transformer peut-être en habitation. Voilà, ça c'est une suggestion que je pourrais faire. Merci pour le Euh, tips. voilà, même chose Grosse pour les valeur. commerces. Exactement. Ok. Bon, Euh, Comme on approche de la fin, je voudrais juste, si vous avez un conseil à celui qui est inspiré par ce que vous avez fait, qui a construit un joli patrimoine, mais qui court partout justement à déboucher les chiottes et à le gérer, et qui se dit, c'est caricatural, et qui se dit non, mais je peux peut-être faire quelque chose, mais par contre, je sais pas comment gaper. Il sait que acheter des immeubles de rapport et faire ses travaux, et qu'il est inspiré par ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est sa première étape? moi, quoi, Par en quoi il fait. commence? Là, il parle de moi, en fait. Il veut pas me citer, mais il parle de moi, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, on va mettre en place dans les mois qui viennent, là, on est en train de déposer les statuts d'une agence immobilière qui va être dotée d'un département immobilier commercial. Au-delà de ça, on va, en plus de ça, créer une formation
Ok. sur ce sujet-là pour pouvoir en fait accompagner et surtout ne pas juste former les gens, parce que pour moi, former les gens, c'est très bien, mais en immobilier commercial, le problème, c'est qu'on peut vous vendre n'importe quelle formation, vous ne serez jamais un expert. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avoir une connaissance terrain, d'avoir un réseau. C'est des informations qui changent tous les jours. Donc finalement, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher l'information auprès de la bonne personne, Hmm. même si vous vous formez à l'instant T, dans 2 ans, vous aurez les bases, mais vous ne serez pas très bon. Donc c'est pour ça que nous, dans notre vision, on préfère effectivement commencer dans un premier temps par créer cette agence immobilière, pouvoir proposer des opportunités à nos clients et à côté de ça, les former pour ne pas avoir à leur expliquer toute la vie. Parce que vous imaginez bien que si on prend le temps, on prend 3 jours pour former chacun des clients qui vont rentrer dans l'agence, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est intéressant. Non, non, c'est très intéressant. Et d'ici là, pour celui qui est inspiré, la première chose, c'est de faire quoi? De visiter? Visiter à bloc, se faire du réseau? Il y a quand même quelques vidéos sur Internet que vous pourrez regarder sur l'immobilier commercial. Il y a malheureusement assez peu d'informations, mais je vais vous dire plutôt, rapprochez-vous des agences immobilières spécialisées en commerce. Il y en a qui existent, Point de Vente, La Tour Imo, Arthur Lloyd, Arthur Lloyd, j'allais dire. Ouais. CBRE, BNP Real Estate, enfin voilà, il y en a beaucoup. Rapprochez-vous de ces agences-là, soyez curieux, allez visiter effectivement ces premiers lots, essayez de vous faire une image et surtout notez toutes ces informations, ces valeurs locatives et tous ces chiffres qui vont pouvoir vous être donnés. Faites des erreurs, parce que je pense qu'il faut faire des erreurs aussi pour pouvoir être capable de ne plus en faire. Donc, faites des erreurs, bien Qui sûr. coûte pas trop cher? Voilà, exactement. Pas en mettant tous ses œufs dans le même panier. Et une fois que vous avez fait ça, continuez à être curieux et à pousser. Vous verrez, les choses ne sont pas plus compliquées qu'en habitation. Je dirais même qu'elles sont plus simples. Voilà. Cool. Donc, en résumé, c'est passer à l'action, c'est de sortir de son canapé et aller appeler les agences, les visiter, faire des visites, euh, faire des choses dans l'immobilier. Et je pense qu'après ça, en multipliant ces opérations-là, ça peut payer. Ouais, c'est presque le gimmick de la fin du podcast, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Maoué, ton Insta, parce qu'on a celui d'Emeric, mais Alors moi j'ai un Insta plutôt privé puisque je poste rien ah, sur l'immobilier en tout cas pour le moment. Mais pour ceux qui veulent me suivre, c'est CEST MVWE, donc ça veut strictement rien dire. Enfin si, ça veut dire c'est C Maoué avec le A à l'envers, Hmm. donc en V. On peut, Mais on peut devoir faire le grand écart, par contre. voilà, c'est ça, Ah, exactement. ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ça vaut quand même des points. ok, merci beaucoup les gars pour votre temps et pour la valeur. Je viens de me balancer une story en mettant que ça serait un podcast où on aurait beaucoup de valeur gratos et de plein de trucs que moi, par Ouais, exemple, complètement. enfin, je ne maîtrise absolument pas, donc je risquais pas d'aborder ces thèmes et balancer tout ça à nos auditeurs. Donc merci pour ça. C'est Merci aussi pour super la inspirant. transparence alors c'est très inspirant et pour la facilité aussi. C'est-à-dire que moi j'avais un peu peur qu'on soit en cours de chimie quoi. Et non, ça a été même moi j'ai compris donc c'est bon. C'est un cours de Jean bête. Gabin m'a appelé. Ouais, Jean Gabin n'est pas dans un mur. Il a lâché l'accélérateur. Il m'a appelé, donc tout va bien. Bon. Euh, non, voilà, c'est cool. Tony, je te laisse le petit mot de la fin. Ben écoute, moi alors, je voudrais vous remercier déjà parce que c'est super ce que vous avez partagé. C'est très inspirant. Ça donne aussi une direction pour la suite quand on a atteint un certain niveau. Bon, moi, j'ai trouvé ce que j'aimais faire dans l'achat-revente et dans la division foncière pour la suite, mais j'ai cherché longtemps et j'ai longtemps galéré à me dire, putain, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai pas envie de continuer à faire les mêmes choses, je vois que ça me prend mon temps. Donc, vous montrez un chemin et ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin, en fait, hein. Tout simplement, si vous voulez ajouter quelque chose que vous n'avez pas encore ajouté, allez-y, les gars. Aymeric, tu veux rajouter quelque Moi, la chose? seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment débuter en allant chercher du rendement. Il faut vraiment commencer par faire des opérations où vous allez chercher du rendement, où vous allez pouvoir surtout euh, vous libérer. C'est toujours, j'aime bien cette formation, libérer financièrement, c'est-à-dire en réalité, c'est non pas échanger votre temps contre de l'argent, mais vraiment faire en sorte d'avoir des opérations qui soient très passives,
pour qu'ensuite le reste, ces 80% restants de votre temps, vous puissiez les consacrer à des opérations à forte valeur ajoutée. Parce que si vous consacrez l'ensemble de votre temps sur des opérations qui vous prennent la totalité de votre temps, ça n'a aucun intérêt. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, tu ne fais que changer ton métier et tu ne deviens pas libre. Et juste pour ma part, donc Maui qui va rajouter un petit commentaire pour la fin. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de personnes sur Internet vous vendre que l'immobilier c'est génial, c'est la liberté financière. Oui et non. Dans le sens où moi je vois vraiment comme une passion l'immobilier pour Emeric et moi. Donc c'est vraiment une passion, on se lève pour l'immobilier, on dort avec l'immobilier, tous les jours on parle d'immobilier et c'est aussi pourquoi aujourd'hui on continue l'immobilier. Pour certaines personnes qui pensent que juste grâce à l'immobilier c'est un moyen de se détacher de son travail, c'est un moyen de gagner sa liberté financière, mais qu'au final l'immobilier ça m'intéresse pas. Je conseille à ces personnes de peut-être revoir son plan, parce qu'il y a aussi d'autres façons de gagner de l'argent. Mais en tout cas, voilà, pour notre part, l'immobilier, c'est vraiment une passion et on peut continuer dans ça. Et vous l'avez bien transmise. Ça fait vraiment C'est plaisir. ouais, c'est pas faux. Après, même, enfin, ces gens peuvent quand même s'abonner à la chaîne, mettre les cloches, même s'ils veulent pas faire d'immobilier. Il y a aucun problème. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci une fois de plus à vous deux. Merci à tous les gens qui nous écoutent. On est plus de 1000 sur la chaîne. C'est le feu. C'est trop cool. On va vous dire la même chose que absolument tout le monde. Je ne sais pas si les gars, vous êtes allés jusque-là, mais en fait, on va vous dire qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up, ciao. Salut à tous. Salut, Ciao. ciao.